Voilà, là je pense que cette fois-ci, vous devez me voir dans le bon sens. Alors, pardonnez-moi, j'ai eu un petit souci de réglage de la position de la caméra. Mais là, a priori, vous devriez pouvoir me voir dans le bon sens. Alors, bonjour à tous. Avec quelques minutes de retard pour un petit problème technique. Je suis désolée. Alors, bonjour à tous pour ce Facebook Live du samedi 8 décembre. En France, il est donc 8h04 et j'aurais dû faire ce live depuis Singapour, à 15h heure de Singapour. Et les circonstances que vous connaissez ont nécessité que je reste en France. C'est pourquoi ce Facebook Live a lieu donc à 8h du matin, heure de Paris. Alors, j'attends un petit peu que les uns et les autres puissent se connecter pour vous dire que donc j'avais proposé comme thème pour ce Facebook Live l'accès aux services publics, on en parle beaucoup en ce moment, et aux services publics au sens très large, c'est-à-dire quand on est à l'étranger, c'est-à-dire les services publics français, j'entends, soit votre consulat là où vous habitez, soit les services publics en France quand vous avez besoin d'interagir avec un opérateur de l'État et que vous êtes à l'étranger et que cet opérateur est en France et on sait que ça peut parfois ne pas être simple. Donc je vais attendre quelques instants. Si vous avez déjà des questions par rapport à ce sujet, n'hésitez pas à m'en transmettre et je vais pouvoir les traiter au fur et à mesure. Alors, je voudrais également dire un petit mot, dire quelques mots sur la situation en France, que je pense et vous comme moi allons observer avec attention en ce samedi 8 décembre. Alors une situation qui est effectivement compliquée, tendue, et une situation de colère qui est exprimée par un ensemble de nos compatriotes, et à l'évidence très nombreux. Personnellement, c'est une partie de la population que j'avais clairement identifiée depuis longtemps, puisque moi, avant de partir de Singapour, j'ai beaucoup travaillé, je ne faisais que ça, auprès de personnes qui sont dans les difficultés exprimées aujourd'hui. Et je vois bien qu'en 15 ans, les choses n'ont pas évolué. Et les difficultés qu'on peut avoir avec ce qu'on appelle un budget contraint, c'est-à-dire que quand on a déduit de son budget toutes les dépenses obligatoires, à commencer par le logement, qui est la dépense qui pèse le plus sur le budget des ménages, le transport, qui de toute façon est indispensable, qu'on se transporte à pied, en vélo, en trottinette, en transport public, ce qui pose problème dans beaucoup d'endroits, ou en voiture. Il faut bien qu'on se transporte pour aller de chez soi à son lieu de travail. Le budget du téléphone, car aujourd'hui le téléphone mobile est une obligation, c'est pas un luxe, c'est pas un gadget. L'appareil en lui-même qu'on choisit peut être plus ou moins luxueux, mais la connexion à un téléphone mobile lui-même connecté à Internet, c'est une obligation, c'est pas un luxe. La santé, même si elle est extrêmement bien prise en charge en France, et pour vous tous qui êtes dans certains pays de notre circonscription, vous savez combien la protection santé, notre assurance maladie est performante, avec des imperfections, mais performante, et qu'il y a bien des pays où on aimerait la voir, mais malgré tout, il y a un reste à charge, un complément à payer qui est souvent très lourd pour des budgets justement dits contraints. On a également le fait de manger. Et manger, alors ça je peux vous dire, parce que pour avoir travaillé en service de protection maternelle et infantile auprès de familles très pauvres, et je m'occupais des enfants de 0 à 3 ans, et donc notamment toute cette période où on arrive à la diversification alimentaire. On passe du lait maternel à l'alimentation normale. Et là, je peux vous dire que c'est très compliqué, parce qu'il y a une expression qui est terrible, mais qui est tellement vraie, et qui dit « ça coûte cher d'être pauvre ». Et là, quand on arrive à la diversification alimentaire du bébé, quand le médecin vous dit « il faut lui donner des haricots verts, il faut lui donner des brocolis, il faut lui donner puis un petit peu de viande, et puis un petit peu de poisson », il y a des familles dans lesquelles on ne peut pas. Et je me rappelle très bien avoir été obligée, moi, médecin, de recommander d'aller acheter des petits pots qui sont à l'unité, mais hors de prix,
parce que j'étais au moins sûre qu'il y avait une diversification alimentaire de qualité et que sinon, si je leur demandais de faire des haricots verts, ils ne l'auraient pas fait. Voilà, donc manger coûte cher aussi. Bien manger, ça coûte très cher. Et également, aujourd'hui, on sait que avoir une alimentation de qualité pour laquelle on veut que la qualité du produit soit correcte, qu'il n'y ait pas des tonnes de produits chimiques, de pesticides, trop de sel, trop de sucre, trop de gras, trop de que sais-je, ça coûte très cher également. Donc tout ça représente ce qu'on appelle des budgets contraints. Et quand on additionne tout ça, le salaire minimum qu'on donne en France, le SMIC minimum qui est à un petit peu moins de 1 200 €, peut rendre la vie très compliquée. Très très compliquée. Et c'est pour ça qu'on voit en France se développer. Alors peut-être que vous qui êtes à l'étranger, on le voit moins, mais je peux vous dire, parce que je l'observe, on voit de plus en plus de gens qui se mettent en colocation, parce qu'on mutualise un certain nombre de frais, et des colocations qui ne sont pas des colocations d'étudiantes. On a des colocations de personnes âgées, on a des colocations de personnes qui sont simplement à des revenus très très bas. Et c'est comme ça qu'on voit se développer dans les banques des produits qui permettent de prendre un logement en colocation, parce que c'était compliqué de le faire avant, de prendre des assurances locatives qui répondent aux colocations. Donc on voit bien qu'il y a tout un système qui s'est mis en place et qui exprime bien le fait qu'il y a des budgets contraints, des budgets extrêmement tendus. Donc, et ce n'est pas le fait de quelques personnes. Et là, j'insiste, il y a effectivement ceux qui sont dans les plus grandes difficultés pour lesquels existent des aides, mais je voudrais juste rappeler que, par exemple, le minimum vieillesse, qui est aux alentours de 800 €, le seuil de pauvreté, ce qu'on appelle le seuil de pauvreté, c'est la moitié du revenu médian en France. Le revenu médian, 1 700 €, pardonnez-moi, je vous donne des chiffres, mais c'est pour essayer de poser les choses, hein, d'être un peu précis. Vous savez combien j'aime l'exactitude. Donc, le revenu, le seuil de pauvreté, c'est 60% ou 50%, dit certains chiffres. Moi, je vais prendre 60% parce qu'on est quand même dans des chiffres très bas. Du revenu médian qui est à 1 700 €, ça fait à peu près un peu moins de 1 200 € par mois. Le seuil de pauvreté. Et qu'est-ce que je vous ai dit juste avant? Que le SMIC mensuel, il était en net, hein, en net dans la poche, à 1 200 € mensuel. Voilà. Donc tout est dit, je pense, avec ces quelques chiffres. Donc oui, il y a des gens qui douillent, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui trinquent. Et puis il y a toutes ces personnes qui sont juste au-dessus. Parce que par exemple, il y a 2 revenus. Il y a 2 fois 1200. On est à 2400. La belle affaire. Quand on est à 2400, qu'on a 2 enfants, qu'on a donc 4 personnes à faire manger, 4 personnes à héberger, parfois 4 téléphones mobiles. Alors tous les enfants n'ont pas besoin de téléphone mobile, mais je pense aux plus grands. Le téléphone mobile, dans quelques années, remplacera l'ordinateur portable. Tout le monde en aura besoin d'un, ça sera indispensable. On voit bien que c'est très compliqué. En étant à l'étranger, moi j'ai vu toutes ces familles qui sont à l'étranger, qui ont des revenus modestes. Elles vivent bien, elles ne sont pas pauvres, hein, mais il n'y a rien de trop, il n'y a pas de superflu. Et puis arrive le moment où il faut envoyer les enfants faire les études supérieures en France. Et là, le budget, il explose, il est très compliqué. Alors, évidemment, ces enfants qui rentrent en France peuvent bénéficier de l'aide au logement. Ils ont une aide pour pouvoir se loger. Mais déjà, il faut le trouver, le logement. Il y a des villes, dès qu'on est dans une ville où il y a une université, un enseignement supérieur, c'est forcément une ville de taille plus importante, forcément une ville où le logement va être plus cher. Par exemple, il y a quelques années, j'ai connu la ville de Lille, qui est une ville universitaire où il y a beaucoup de formations d'enseignement supérieur. On est à Lille, dans le nord de la France. Je peux vous dire que les loyers des logements étudiants sont vraiment importants. Alors certes pas aussi importants qu'à Paris, mais ils sont quand même très chers. C'est pas à la portée de toutes les bourses. Ça n'est pas à la portée de toutes les bourses. Il faut se rendre à l'évidence. Et puis quand on revient de l'étranger, comme les parents n'ont pas de feuille d'imposition en France, on n'a peut-être plus de revenus en France, pour avoir d'autres aides, c'est très compliqué. Et puis c'est long. Rien ne se fait en un jour. Donc j'ai vu effectivement des familles dont les enfants partaient en études supérieures dans des conditions pas faciles. Et c'est tout ça aussi, moi, qui m'a poussée à m'engager. C'est tout ça, parce que je l'ai bien vu, je le vois, je vous l'ai dit, depuis avant que je parte de France, j'ai continué à le voir en étant à l'étranger. Donc oui, je sais que c'est difficile. S'ajoute à ça le fait qu'on peut avoir des aides, mais cumuler, il faut d'abord les mettre en œuvre, c'est long, et rien ne se fait en un jour. Et puis il y a des situations, par exemple, des personnes qui vont toucher un certain nombre d'aides sociales, et qui ont l'opportunité de prendre un travail, et tout de suite, les aides sociales sont réajustées. Alors ça marche très vite. Ça se fait très rapidement. Ben, j'ai vu un certain nombre de personnes qui disent, écoutez, non, moi, j'irai pas prendre ce travail parce que je veux pas perdre les aides que j'ai pour le moment, parce que je sais que quand je vais vouloir les remettre en route,
Ça va prendre du temps. Et je n'ai pas les moyens de me trouver la tête sous l'eau pendant un mois. C'est pas possible. Vous voyez, il y a tout un tas de réglages. Et alors derrière tout ça, on a nos opérateurs d'État, une mairie, un département, une région, une caisse d'allocation familiale, avec des gens, des employés qui sont là, qui font ce qu'on leur demande de faire, qui le font avec dévouement, j'ai aucun doute là-dessus, et qui appliquent des directives qu'on leur a données, parce que c'est ce qu'on leur demande de faire, et on ne peut pas critiquer ces gens-là. C'est pas possible, parce que rien n'est de leur faute, rien n'est de leur fait, c'est des procédures qu'ils mettent en œuvre. On voit bien que ceux qui mettent en œuvre une procédure, je vais utiliser l'expression avec laquelle ma propre mère me saoulait quand j'étais petite, mais bon sang qu'elle avait raison. Parfois, ces gens manquent de bon sens. Ils manquent de sens pratique. Ils ne sont pas allés sur le terrain voir ce que c'est que d'avoir un revenu contraint. Donc, c'est vraiment assez compliqué pour ces personnes-là. Et je suis persuadée qu'on peut relancer cette machine, qu'on peut mettre de la fluidité, qu'il ne faut pas le faire de façon violente, et que c'est toute la difficulté de ne pas faire les choses de façon violente, mais en même temps de les faire rapidement et efficacement. C'est compliqué. Ensuite, il faut quand même dire une chose. Alors, je veux pas que vous interprétiez mal mes propos, mais il faut quand même dire que les caisses de l'État ne sont pas copieusement fournies. Pour tout un tas de raisons, on peut y revenir, et que du coup, ça nous met en difficulté. Et si je prends l'exemple de l'Italie en ce moment, on voit bien que l'Italie, son dirigeant actuel, Matteo Renzi, qui avait dit « Moi, de toute façon, le budget et les dettes qu'on doit partout à droite à gauche, on s'assoit dessus, on ne remboursera pas, et nous, on fait notre chemin comme on en a envie, nous, Italiens. » Et puis, quand il s'est aperçu que ça ne marchait pas, là, en ce moment, les Italiens sont en train de revenir dessus. Donc, quand il n'y a pas d'argent dans les caisses, il n'y a pas d'argent dans les caisses, on ne peut pas le créer, l'argent. Ni un État, ni ceux qui sont en difficulté. Voilà, donc, derrière tout ça, comment aider tout le monde? Et moi, je peux vous dire que moi, à mon niveau, je me suis engagée pour ça, pour essayer d'aider ceux qui sont le plus en difficulté. Et que si je pouvais faire avancer les choses plus vite, je vous assure que je le ferais. Je ne fais absolument pas ça pour moi, je fais vraiment ça pour ceux qui ont des difficultés. Et je pense que depuis 18 mois, j'ai vraiment essayé de faire mon maximum, et je continue à le faire pour les Français. Vraiment, je me suis concentrée sur les Français qui sont dans les conditions les plus modestes à l'étranger. Et je peux vous dire, à l'Assemblée, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs dans les lives précédents, les difficultés, bon sang, que j'ai à faire comprendre qui vous êtes. Et que ces personnes qui prennent des décisions, qui mettent en place des textes, qui mettent en place des directives, qu'ils arrêtent de dire « Ah, mais ces Français, de toute façon, oh, je les connais, hein. C'est des riches et cachés. » Voilà ce que j'entends. C'est des riches et cachés. Et moi, ça me met hors de moi. Vous savez, vous m'avez vu, j'ai pris la parole en hémicycle pour le dire et le redire. Et là, cette dernière semaine, je l'ai encore dit pour parler de la réforme de la Caisse des Français à l'étranger. J'ai encore expliqué à qui ça sert. Et j'ai dit à tous mes collègues députés, j'ai dit, mais arrêtez de penser que c'est un truc, un machin, qui est juste pour ceux qui ont fui la France. On arrête de dire ça. Ce sont des personnes françaises qui sont à l'étranger pour des raisons que nous n'avons pas à juger. Et parmi lesquelles il y a, oui, il y a quelques très nantis, oui, enfin, d'abord, ce n'est pas eux qui ont la Caisse des Français de l'étranger, probablement pas. Mais ceux qui servent de la Caisse des Français de l'étranger, c'est ceux qui en ont vraiment besoin. Vous savez, cette caisse de sécurité sociale qui est un équivalent de caisse de sécurité sociale qui permet de couvrir les soins, maladie, maternité, accidents du travail, maladies professionnelles, et qui permet également de cotiser à la retraite. Cette structure, elle aide surtout des gens qui sont modestes. Donc je l'ai encore dit, et je leur ai dit, mais demain, vous, dans vos circonscriptions, en France, où vous soyez, en Bretagne, dans le Nord, au Centre, au Sud, vous avez des Français qui vont sans doute peut-être avoir une occasion de partir à l'étranger ou qui vont avoir envie de partir. Parlez-leur de cette structure. C'est important qu'ils sachent, parce que cette structure ne vivra que si elle a des adhérents. Elle n'a pas de subvention de l'État. Elle a une toute petite subvention qui est réservée uniquement aux personnes en très très grande difficulté, les plus pauvres des plus pauvres. Le reste, elle fonctionne que sur les cotisations de ses adhérents. Et il en faut beaucoup pour qu'elle fonctionne, pour qu'il y ait cette solidarité qui s'installe. C'est un système, c'est une sorte de mutuelle. Et c'est la mutualisation qui fait qu'elle existe. Donc parlez-en, vous verrez que ce n'est pas seulement pour des gens qui sont déjà à l'étranger, c'est aussi pour vous, qui avez autour de vous des Français qui vont partir. Ben ça, je peux vous dire que le message, je le répète, je le martèle, il a du mal à passer.
Et encore récemment, j'ai un de mes collègues à propos de la fiscalité, j'en ai parlé dans le précédent live, qui me disait « Oh, non, non, on ne va pas faire tout ça, parce que je les connais. » me dit-il, je les connais, les Français à l'étranger. Hein. Je les vois quand ils reviennent. Hein. Ils ne sont pas à plaindre. J'ai réagi très violemment. J'ai dit « Mais tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. » Donc voilà, j'essaie d'être suffisamment convaincante, pas agressive, parce que ça ne marche pas, convaincante, et c'est un travail que j'ai commencé le jour où j'ai été élue, et je ne le lâche pas, et je ne le lâcherai pas. C'est ça qu'il faut marteler en permanence. Donc oui, Corinne, il y a effectivement des gens qui sont partis parce que leur situation en France, et je pense aux personnes qui étaient exactement dans la situation des gens qui mettent un gilet jaune aujourd'hui, c'est-à-dire ces personnes, pas les plus pauvres des plus pauvres, mais les gens juste au-dessus, qui n'ont pas forcément des aides sociales et qui sont partis pour pouvoir trouver ailleurs un niveau de vie correct. Mais je peux dire aussi qu'après, pour ces gens-là, se posent des difficultés, parce que lorsqu'on vieillit, on a parfois des maladies, on est parfois moins valide, moins actif, et réussir à toucher sa pension de retraite quand on est à l'étranger, dans des pays où les banques ne font pas confiance et vous ferment d'autorité votre compte bancaire en France, dans des pays où il est extrêmement difficile, par exemple, qui ne comprennent pas la langue française ou qui ont du mal avec l'anglais, qui ne peut pas, par une autorité locale, faire remplir le fameux certificat d'existence, donc au bout d'un moment, la pension de retraite est coupée. Dans des pays où le système de santé est tout à fait mauvais, et du coup, les soins de santé qu'on peut avoir, je ne parle pas du prix, je parle de juste la qualité de l'acte médical, fait qu'on ne peut pas avoir ce qu'on veut localement, fait que on a des personnes, aujourd'hui nous avons des Français, des compatriotes qui sont dans des pays qui, hélas, avec l'âge, sont atteints de maladies de type Alzheimer, ne peuvent pas se déplacer, ne peuvent pas aller chercher leur certificat d'existence, ne peuvent pas avoir accès à des soins de qualité, à des aides à domicile ou des supports, et c'est très compliqué pour eux. Donc, toutes ces personnes-là, au bout d'un moment, ça peut être extrêmement compliqué de pouvoir rester dans le pays dans lequel ils sont allés. Et tout ça avec un moment, un pension de retraite qui peut ne plus être versé. Donc, c'est compliqué. Alors, Georges qui me dit qu'avec Bercy, le rapport de force est nécessaire. Ah ben ça, je confirme. Je confirme, je ne fais que ça. Je vais vous dire juste un petit mot justement de la fiscalité en ce moment. Alors, dans les circonstances actuelles, je ne sais pas ce que ça va donner, parce que je peux vous dire qu'en ce moment, défendre publiquement le fait de dire les Français de l'étranger refusent qu'on leur augmente leur taux d'imposition de 20 à 30%, ça passe pas très bien, hein, c'est pas très bien vu, et je me garde bien de l'écrire. Je vous en parle là, dans le live, mais c'est quelque chose que vous comprendrez que je ne peux pas écrire sur Twitter, je ne peux pas écrire sur Facebook, ça serait extrêmement mal reçu si c'est repris en France par des gens qui sont actuellement en difficulté. En revanche, j'agis, oui, j'agis, et notamment auprès et de Bercy, et j'ai demandé au cabinet, je vais vous dire comment j'ai parlé au cabinet de Darmanin. Je lui ai dit, voilà, je l'ai prévenu, le texte revient en nouvelle lecture depuis le Sénat qui a enlevé cette augmentation du taux d'imposition de 20 à 30%, qui est revenu à 20 évidemment à la situation actuelle. Et donc en deuxième lecture, j'ai déposé des amendements, mais j'ai dit au cabinet de Gérald Darmanin, j'ai dit, attends, qu'on soit très clair, votre amendement qui monte le taux à 30, moi je ne le signe pas, hein. Je ne le signe pas, je ne le signe pas, je ne le vote pas. Et moi j'en dépose d'autres qui mettront le taux à 20%, et en plus qui vont permettre un prélèvement qui soit correct et qui respecte les revenus les plus faibles. Parce qu'en plus, ce que je n'avais pas pu voir dans le précédent amendement, c'est que les modes de recouvrement qui étaient proposés dans l'amendement du gouvernement, que je n'ai pas voté, étaient extrêmement défavorables, notamment aux petits revenus. Et je vais donner un exemple très défavorable, et je les ai secoués avec ça. Parce que si je les secoue avec des petits revenus en disant oui, ce sont des retraités, des gens comme ça, j'ai l'impression de parler à un mur. Alors j'ai pris un autre exemple de revenus faibles, qui sont tous nos agents de droit local français qui travaillent dans nos ambassades et nos consulats. Et ces gens-là, par le biais des conventions fiscales, ils ont l'obligation, parce qu'ils reçoivent de l'argent de l'État français, ils ont l'obligation de déclarer leurs revenus en France et de se faire imposer le barème des non-résidents. Pendant ce temps-là, leur collègue, qui est peut-être secrétaire comme eux dans l'ambassade quelque part, mais qui, cette secrétaire, elle, se trouve, ou lui, se trouve de nationalité du pays local, qui reçoit le même argent, le même salaire, la même chose, eh bien lui,
eux, cette personne, parce qu'elle a la nationalité du pays où il se trouve, eux, ils déclarent leurs revenus, argent public français, dans leur État. Mais le Français qui est à côté d'eux, lui, doit déclarer son revenu, argent public français, en France. Donc ces gens-là se retrouveraient, avec les décisions qui avaient été prises, avec un mode d'imposition extrêmement élevé et tout à fait inadmissible. Un mode d'imposition, alors évidemment, après on pouvait récupérer l'argent trop perçu, etc. Mais enfin c'est du recours, je suis désolée, le recours c'est pas acceptable quand on a un petit revenu, il faut que les gens réfléchissent un peu. Donc je leur ai dit au cabinet Darmanin, je leur ai dit attendez, qu'on soit clair, je vous demande, si vous êtes dans votre rôle, vous devez me défendre. Je ne vous demande pas de défendre les fonctionnaires de Bercy qui vous pondent un texte, je vous demande de me défendre. Donc, c'est important. Alors Thierry qui dit que le taux d'à 30% ne concerne pas tout le monde. Oui, c'est vrai, mais il y avait deux choses, c'est ce que j'explique, il y avait deux parties dans l'amendement. La partie 30% qui, elle, était visible, mais il y avait l'autre partie qui était le mode de recouvrement, qui était très défavorable. Donc, c'est ça. Et je leur ai dit, je vous demande de me défendre. Donc, je suis dans un bras de fer et je dépose donc d'autres amendements pour évidemment laisser le taux à 20% et avoir un mode de recouvrement qui soit plus raisonnable. Alors, je ne me suis pas contentée de parler au cabinet de M. Darmanin. Je suis aussi en train d'expliquer tout ça à mes collègues députés de mon groupe politique, mais pas seulement. Je suis allée voir les autres groupes politiques en leur demandant leur soutien, en disant on ne peut pas mettre la tête sous l'eau de personnes qui sont déjà pas dans des situations faciles et dont je rappelle, certes elles ont pris un risque, certes elles ont assumé, mais le risque d'abord on n'a pas à le juger. Il y a des gens qui sont partis avec risque, d'autres qui sont partis sans risque, mais ce n'est pas notre problème. On n'a pas à juger de la raison pour laquelle les gens sont partis, on a juste à observer et à se dire que si on n'aide pas ces personnes-là, que se passe-t-il au bout d'un moment? Il y a deux choses. Il y a ceux qui rompent les ponts définitivement, et ça c'est plutôt les hauts revenus. Une fois qu'on aura fait partir tous les hauts revenus, on sera bien content en France quand on aura un pays avec seulement des gens qui sont... on n'aura plus que les gilets jaunes par exemple. Comment on fait tourner le pays avec uniquement ces gens-là? On ne le fait pas tourner. On ne le fait pas tourner parce qu'on n'aura pas les ressources nécessaires, parce que ce n'est pas ces gens-là qu'on va fonctionner. Il y a d'autres solutions, c'est que pour ces gens qui sont à l'étranger, qui sont en difficulté, ils vont rentrer en France. Parce qu'en France, ils savent qu'ils ont un certain nombre d'aides sociales. Et donc quelque part, d'abord, ça fera des gens pas heureux parce qu'ils ne seront pas dans l'endroit où ils ont envie d'être. Et ça, c'est pas une bonne chose. Quand on n'est pas heureux, on a tout un tas de problèmes psychosociaux qui se greffent dessus. Et donc ce sont des gens qui vont être malheureux et coûter cher à eux-mêmes et à l'ensemble de la société et qui ne seront pas forcément mieux nantis malgré toutes les aides qu'ils pourraient avoir en France. Donc tout ça, c'est un système qui ne va pas et pour lequel il faut apporter des solutions plus claires. Voilà, donc je peux vous dire, j'agis. Je ne peux pas l'écrire pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, mais j'agis. Dire si j'aurai une issue favorable ou pas, c'est bien trop tôt pour le dire. Le texte passe en commission cette semaine, le 14 décembre. Et ensuite, il passe en séance la semaine suivante. Je vous dirai ça. Le résultat, je vous le dirai. Je vous l'enverrai soit dans une newsletter. Mais ça, c'est important que vous soyez évidemment bien informés. N'hésitez pas à m'envoyer des mails, parce que par email, évidemment, je vous répondrai. Alors, Jean-Luc qui me pose une question sur la CFE. Défendre une cotisation assise sur le revenu plutôt que sur l'âge est recevable. Alors, oui, je vais expliquer pourquoi c'est fait, ça. C'est parce que ce qui se passait, c'est que la CFE était basée sur le revenu, mais il en était résulté la chose suivante, c'est que c'était extrêmement petit à petit, il y avait une espèce d'anti-sélection, on appelle ça, et l'âge moyen de l'adhérent CFE, on le voyait bien sur toutes les données, était de plus en plus élevé, et les plus jeunes n'y allaient pas du tout, parce que c'était trop cher pour eux. On voit bien la courbe de revenus qui est plus élevée aux alentours entre 40 et 50 ans, on va dire 35-45 à peu près, qui est plus basse avant et plus basse après. Et du coup, ces hauts revenus, eux, ils préféraient partir sur des assurances au premier euro, plutôt que par la CFE. Pour tout un tas de raisons, notamment de simplicité, tout simplement, et de coût également. Et résultat, petit à petit, l'âge se décalait et on était clairement dans un système catastrophique où, au bout d'un moment, la CFE allait couler financièrement parce qu'elle ne pouvait plus fournir les prestations dont avait besoin cette population de plus en plus âgée. Donc c'était un système qui allait à sa perte. Donc c'était pas possible.
D'où le fait que maintenant elle sera basée sur l'âge, donc quelque part sur le risque, ce qui est un peu normal. On est moins malade à 25 qu'on est malade à 55, c'est hélas la vie qui nous l'impose, hein, on n'a pas de limite à ça. Et même si c'est un système mutuel et solidaire, on peut pas, il fallait répartir le risque. Et pour autant, la cotisation, si vous comparez à des mutuelles au premier euro, elle reste tout à fait raisonnable. Je ne dis pas que c'est la panacée, mais elle reste raisonnable. Et puis, il y a une autre chose à laquelle il faut quand même songer, c'est que la CFE, c'est la seule structure assurantielle qui accepte des adhérents, quelle que soit la condition de maladie et d'antériorité. Quels que soient nos antécédents médicaux, la CFE nous prend. Les assurances privées, il n'y en a pas une qui fait ça. Voilà. Alors, je voulais aussi apporter une précision importante. Lorsqu'une personne adhère à la CFE, en étant justement porteur d'une maladie grave, un cancer, qui est peut-être en rémission, mais qui est encore en traitement, une maladie chronique, une maladie de Parkinson, un diabète, pour lequel il y a pas mal de choses à faire. En France, vous savez que ces maladies-là ont droit, enfin vous savez, ou peut-être que vous ne savez pas si vous êtes parti depuis longtemps, donc on a droit à un système qui fait que cette maladie est considérée comme une affection de longue durée, en abrégé ALD, et dans ces cas-là, les soins, tous les soins liés spécifiquement à cette maladie sont pris en charge à 100%. Et les soins, par exemple, si on est porteur d'un diabète, tous les traitements et soins liés au diabète seront pris en charge à 100%. En revanche, si on se fait une entorse à côté et que ça a à l'évidence rien à voir avec le diabète, l'entorse sera prise en charge dans les conditions normales de l'assurance maladie. La CFE, elle, comme elle ne... Et vous savez, pour être précise, le médecin, du coup, a une ordonnance avec 2 zones. En haut, il écrit les médicaments, soins, traitements liés à la maladie longue durée. Et en bas, il écrit les autres médicaments qui ne sont pas liés à cette maladie. On appelle ça une ordonnance bizone. Sauf qu'à l'étranger, vous allez voir votre médecin en Russie, en Australie, en Thaïlande ou ailleurs, il ne sait pas ce que c'est qu'une ordonnance bizone. Et résultat, la CFE a décidé que les personnes qui sont en affection de longue durée, elles sont prises à 100% pour tout. Tous les traitements, tous les médicaments, tous les soins. Donc ça, c'est quand même extrêmement important. Ensuite, la question se pose, si la personne développe une maladie de longue durée alors qu'elle est déjà adhérente à la CFE, comment on fait? Eh bien, à ce moment-là, j'ai demandé à la CFE, ils vont avoir besoin d'une sorte de déclaration d'explication dans la langue locale du médecin que vous aurez vu localement, et la CFE mettra en route aussi une affection de longue durée, un protocole affection de longue durée qui vous prendra en charge à 100%. Donc voilà, donc ça c'est ce qui est prévu. Mais vous voyez, bon, pour tout ça, il faut le financer. Et donc c'est pour ça qu'il fallait revoir la CFE. Alors il y a Jean-Louis qui me pose encore une autre question. Alors, on va s'assurer. Alors, je ne suis pas certaine, Jean-Louis, on va voir. Vous posez une question qui est juste, effectivement. Je ne pense pas qu'il y aurait une absence d'assurance. On le voit bien, par exemple, l'assurance qui a été proposée aux jeunes, elle a vraiment eu son efficacité. Il y a vraiment de plus en plus de jeunes qui se sont assurés. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et je crois que c'est vraiment une bonne chose. Ensuite, l'autre chose qui va être possible, c'est que vous savez que pour ceux qui veulent avoir une complémentaire, pour avoir un complément en plus de la CFE, pour certains pays où la CFE ne couvrira pas la totalité des soins, la CFE n'avait pas le droit d'aller signer des partenariats ou proposer ou orienter ses adhérents vers tel ou tel assureur. C'était uniquement 2 assureurs privés qui, eux, pouvaient, dans leur package, dire « Ah, au fait, moi j'ai 2 solutions, ou bien je vous assure au premier euro, ou bien je vous assure via la CFE. » Évidemment, comme je le disais tout à l'heure, pour certains revenus, les gens trouvaient que c'était beaucoup plus simple de faire tout au premier euro. Donc la CFE, du coup, de ce fait, perdait des adhérents possibles. Et là, maintenant, la CFE aura le droit de elle-même proposer des packages CFE plus complémentaires. Et je pense par exemple à un pays comme l'Inde, où on va trouver des complémentaires indiennes, locales, qui donc sont bien au fait de la structure de soins locaux et qui pourront proposer des produits qui sont vraiment adaptés à nos ressortissants qui sont en Inde. Et du coup, la CFE pourra proposer ce paquet CFE plus assureur local, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent. Donc, je suis persuadée, je comprends votre inquiétude. Si on ne veut
ne dépendent que de la CFE, mais partout, comme en France d'ailleurs, il faut une complémentaire. Et là, la CFE pourra avoir des produits plus adaptés à vraiment ce que nous vivons, nous, dans chacun des pays où nous sommes. Donc là, on n'avait pas le choix, on partait à la perte, et on voit bien, la CFE perdait des adhérents de plus en plus. Elle était, au point de vue prix, elle était inaccessible. Puis il y a beaucoup d'entreprises. Elle était faite pour des entreprises au départ. Elle n'était pas faite, la CFE, pour les étudiants, pour des retraités. C'était pas ça du tout. C'était pour que des entreprises puissent envoyer des expatriés, quand elle a été créée en 1984. Et du coup, on avait des trucs aussi complètement absurdes, où les entreprises qui voulaient acheter des packages où elles mettaient d'emblée à la CFE une quantité d'adhérents parce que c'était une très grosse entreprise, cette entreprise se trouvait à recevoir des ristournes. Et pendant ce temps-là, la petite PME qui envoyait une personne, elle n'avait aucune ristourne. Donc c'était absurde. Donc on voit bien que et là aussi on rejoint des colères qui sont exprimées en ce moment, c'est-à-dire que la PME qui en aurait le plus besoin d'être aidé était mal ou pas aidé. Et celui qui finalement pouvait quand même assumer les coûts, qui était la grosse entreprise, elle était très aidée. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. On le voit bien. Ceux qui sont en plus grande difficulté avec les budgets les plus contraints ne sont pas ceux qui reçoivent le plus d'aide. Voilà. Mais tout ça demande à être bien calibré, à être bien étudié avec des gens qui sont au plus près des situations pour les comprendre. Alors, c'est pour ça que moi, tout ce que vous m'avez remonté comme situation précise, concrète, et je peux vous dire, j'ai tous vos emails dans mes dossiers, c'est ça qui m'a aidé à pouvoir remonter et défendre vos intérêts, vos situations localement. Mais à un moment, il faut trancher, il faut arbitrer. S'il y avait une solution parfaite pour tout le monde, ça saurait. Il faut essayer de trouver une solution qui convienne au plus grand nombre. Et s'agissant de la CFE, le plus grand nombre de personnes qui sont adhérents à la CFE, le plus grand nombre, ce sont les actifs. Ce sont des salariés d'entreprises, PME. Il faut penser à ceux des PME. Et les plus grandes entreprises. Et il y a aussi, il faut absolument aller les chercher, des indépendants. Et les indépendants, pour eux, c'était hors de prix. En plus, vous savez qu'il y avait des pénalités. C'est-à-dire que si on n'avait pas adhéré au système préalablement, il fallait qu'on paye, je sais pas quoi, 2 ans de cotisation, quelque chose comme ça. Ça sera fini, ça. Ça sera fini. Donc, alors, Corinne, justement, ça, c'est un fait important. Effectivement, en tant qu'indépendant travaillant chez des sociétés étrangères, parce que dans le règlement de la CFE, seules les sociétés de droit français pouvaient affilier leur personnel à la CFE. Ça sera fini. Parce qu'on s'aperçoit, ils ont enfin compris qu'à l'étranger, on peut avoir une société qui a un lien avec la France. Ça peut être tout simplement un Français qui l'a créé, mais sa société, il l'a créée localement. En Russie, en Thaïlande, aux Philippines, en Nouvelle-Zélande. Et donc, elle est de fait de droit local. Eh bien, il fallait absolument que ces sociétés aient le droit aussi d'affilier leur personnel qui souvent est français, a envie de garder un lien avec la France. Ça sera possible. C'est quand même plus logique, c'est quand même plus cohérent. Vous voyez, donc, tout ça bouge petit à petit, mais juste pour vous dire, la réforme de la CFE, la première fois qu'elle a été soumise au Parlement, au Sénat, c'était en 2015. 3 ans. 3 ans pour aboutir à quelque chose, et là, elle sera mise en œuvre en 2019. Elle a été votée à l'unanimité en commission, et là, mes collègues ont vraiment compris. Il n'y a que le groupe France Insoumise qui considère que c'est scandaleux, c'est un assureur privé, et ils ont demandé au plus vite que la CFE soit intégrée au régime général de la sécurité sociale. Ce à quoi j'ai répondu, c'est déjà un organisme chargé de prolonger le système de protection sociale français et de fonctionner comme la sécurité sociale française, avec les mêmes codes, les mêmes critères, et d'en permettre la continuité pour ceux qui partent hors frontières ou qui reviennent. Voilà, donc c'est déjà ça. Et certes, c'est un organisme privé, mais qui fonctionne comme un organisme public le ferait, comme un organisme de service public. Et ça, c'est important, et j'insiste sur, quel que soit l'âge et quels que soient les antécédents médicaux, allez chercher un assureur qui accepterait de vous prendre. Alors, une petite précision aussi, car ça m'a été remonté dans les courriers.
il s'agissait d'une personne qui avait une affection de longue durée, qui était adhérente à la CFE et qui voulait s'affilier à une mutuelle complémentaire, non pas pour elle, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, la CFE la prenait totalement, mais pour ses enfants. Et l'assureur complémentaire n'a jamais voulu la prendre. Alors ça, c'est scandaleux. Si vous êtes vous-même victime de ce genre de comportement, là, vous me contactez, vous m'écrivez, et j'interviendrai auprès de ces assureurs privés, parce que c'est totalement inadmissible. Donc, j'interviendrai et essaierai de faire valoir vos droits. Voilà, donc très concrètement, je le redis, tout ce que vous me remontez, j'espère que je vous donne bien une réponse à chaque fois, parce que je ne peux pas toujours être efficace, hein, l'efficacité peut être limitée, mais en tout cas, je note tout ce que vous me dites et j'en tiens compte dans tous mes dialogues et mes échanges avec le gouvernement ou avec les opérateurs en charge d'être à notre service. Alors justement, le live d'aujourd'hui, c'était consacré justement au service public, et je voulais vous dire que à l'Assemblée, je fais partie d'un groupe de travail et nous travaillons vraiment sur la réforme de la fonction publique. Et je voulais vous dire que voilà comment ça se passe, parce que ce que je vois, c'est que, encore une fois, on a des fonctionnaires dévoués, engagés, j'ai aucun doute là-dessus, mais qui sont là pour... On leur demande, jusqu'à présent, on leur a toujours dit, voilà, la procédure c'est ça, il faut l'appliquer. Et quelque part un peu à l'aveugle. Et puis il ne faut pas croire, vous savez, la personne qui travaille dans une caisse d'allocation familiale, qui travaille à l'aide sociale d'un consulat, je vous laisse imaginer tout ce que ces gens-là encaissent et ont face à eux comme difficulté sociale, alors qu'eux-mêmes ne sont pas des gens grassement payés, hein, loin de là. Et il faut se mettre à la place de ce personnel-là qui est derrière son guichet, son bureau. La procédure, c'est aussi pour eux une forme de protection. C'est-à-dire que appliquer la procédure, oui, ça leur permet de se dire « je fais mon travail » et comme je sais que je n'ai pas d'autre moyen que celui-là, que de traiter le dossier, les difficultés de la personne qui est devant moi, eh bien pour eux, c'est une forme de défense, parce que c'est très difficile pour eux de voir qu'ils ont une procédure qui ne va finalement pas répondre complètement, qu'ils ne vont pas pouvoir l'accélérer, qu'ils ne vont pas pouvoir aller plus vite. Je ne crois pas, personnellement. Il peut y avoir des personnes qui sont un peu zélées, qui font les choses de façon pas très agréable, mais je ne peux pas le croire. Je peux pas le croire. Je pense que les gens sont plutôt dévoués, investis dans leurs tâches, mais que les moyens qui sont à leur disposition sont extrêmement limités. Et je vous laisse imaginer la personne qui est devant une femme seule, avec 2 enfants, qui a 1100 € de revenus par mois, et qui essaye de s'en sortir et qui se dit pour m'en sortir, je vais sur une formation professionnelle parce que je veux monter en compétence et je veux que mon revenu il augmente un peu. Et puis la personne derrière son guichet, son bureau lui dit en fait, au vu de vous avez déjà ça, il n'y a plus d'autre aide pour vous, c'est fini, vous êtes au plafond, 1200 €, je ne peux rien faire de plus. La personne qui est obligée de lui donner cette information ne peut pas le dire de gaieté de cœur, donc c'est très compliqué. Et donc, cette réforme de la fonction publique, on essaye de la mener en disant, on voudrait que nos agents de l'État, nos opérateurs d'État, aient en perspective le service à l'usager d'abord. Est-ce que j'ai rendu un service efficace? Est-ce que j'ai rendu un service de qualité? Est-ce que l'usager qui est devant moi, il a eu la réponse à ces questions? Et ça me permet de faire un lien aussi avec quelque chose qui se passe en France en ce moment, qui ne concerne pas tout le monde, mais mes collègues députés qui discutent actuellement, qui ont discuté avec des personnes en difficulté, certains, tous ces gilets jaunes dont on ne peut pas mettre en cause la sincérité. La violence, c'est autre chose, mais la sincérité, elle y est. Il y a beaucoup de gens qui sont très sincères et pas violents. Mais la sincérité, ils se sont aperçus en discutant avec ces gens-là qu'en fait, il y avait des gens effectivement en grande difficulté sociale, mais qui ne connaissaient pas les aides auxquelles ils pouvaient prétendre. Et là, on se dit, mais pourquoi? Alors, attention, quand on est en difficulté financière, aller à la caisse d'allocation familiale, demander une aide, il faut être conscient que ça peut être extrêmement humiliant. Et ça, c'est
reconnaître qu'on est en difficulté, c'est quelque part l'afficher, c'est quelque part aussi voir dans une salle d'attente des personnes dont on se dit oh, est-ce qu'un jour je vais être comme celle-là? Et la peur du déclassement, la peur d'être encore pire, il faut bien le comprendre. Donc, les personnes qui ne touchent pas des aides auxquelles elles ont droit, ça peut être aussi... Les raisons sont multiples. Et c'est pas... faut pas pointer telle ou telle personne. Pour nous, à l'étranger, il y a des gens qui vont demander de l'aide sociale, c'est différent, mais c'est difficile aussi, je peux vous le dire, pour l'employé du consulat, de dire à certaines personnes, je pense par exemple aux bourses scolaires, je ne peux pas faire plus. Et puis en plus, la personne qui est derrière son guichet, qui va donner l'information, votre quotité de bourse a été de temps, c'est pas elle qui l'a décidé. On lui a donné l'instruction venue de la réunion qui en a décidé ainsi, elle est juste là pour transmettre la réponse, la décision. Donc, c'est assez compliqué. Je vais répondre à la question sur le tiers payant après. Voilà, donc tout ça est complexe. Et moi, mon rôle, c'est de remonter justement toutes vos difficultés, toutes vos attentes, et puis ensuite de les défendre, de voir comment on peut les mettre en œuvre. Est-ce que c'est possible, pas possible? Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est un blocage soluble ou un blocage vraiment insoluble? Et s'il est insoluble, est-ce qu'il est insoluble juste temporairement? Ou est-ce que c'est vraiment sur du long terme? Et c'est tout ça qu'il faut bien comprendre. Et moi, je suis là. Pour ça, je peux vous dire, j'ai tout conservé et je relis régulièrement tous les messages pour m'assurer que je suis vraiment allée chercher l'information, les outils qui peuvent vous aider. Mais sans vos retours, je ne pourrais pas vous défendre. Donc, continuez à m'envoyer vos questions, vos emails, vos interpellations. Je les porterai. Et maintenant, oui, c'est une question de décision politique ensuite. C'est à moi d'être assez convaincante auprès de mes collègues de ma majorité. C'est à moi d'être assez convaincante auprès du ministre. Et je peux vous le dire que je l'ai bien vu. Il faut d'abord créer un climat de confiance, que les personnes en face de moi comprennent que je ne suis pas dans l'agressivité, je ne suis pas là pour les juger, je ne suis pas là pour dire que ce qu'ils font c'est mal fait. Je suis là pour construire et pour que tout le monde s'y retrouve. Et je le fais avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de détermination, et ça ne me lâche pas. Je travaille depuis que je suis dans la vie professionnelle. Je n'ai jamais travaillé en cabinet médical privé parce que je considère qu'un médecin tout seul en cabinet, ce n'est pas la réponse aux difficultés de la société. J'ai toujours travaillé dans des centres de santé, en protection maternelle et infantile, au plus près des personnes en difficulté. Je n'ai jamais changé. Quand j'ai fait de l'associatif, c'était aussi pour venir en aide aux personnes les plus en difficulté. Je sais ce qui me conduit, je sais pourquoi je suis là. Et moi, depuis toute petite, j'ai toujours posé une question à mes parents. Pourquoi je suis née dans ce pays-là? Et pourquoi je suis née dans cette famille-là? Ça ne me quitte pas, ça me conduit encore aujourd'hui. Et c'est ça qui me porte, y compris avec également tous vos retours, toutes vos suggestions, toutes vos difficultés que vous pouvez exprimer. Donc je ne veux pas non plus faire attention auprès de mes collègues en France du misérabilisme en disant que les Français à l'étranger c'est épouvantable, etc. C'est pas ça. Je dis attention, ne mettons pas tout le monde dans le même sac. À partir du moment où la population française à l'étranger compte à peu près entre 2,5 millions et 3 millions de personnes, 2,5 millions à 3 millions, ça veut dire qu'on a tout le spectre de ce qu'une société peut porter. Depuis des gens avec des situations modestes, très pauvres, jusqu'à des gens effectivement dans des situations extrêmement favorables. Il y a de tout. Donc, c'est important de bien insister. Alors, on m'a posé plusieurs questions, vous avez posé plein de questions, je vais essayer de les reprendre. Je regarde mon ordinateur sur lequel j'ai les questions qui défilent. Alors, donc, je peux vous dire que je discute directement avec M. Gérald Darmanin et avec ses conseillers. Un ministre est pris en étau entre son administration, d'ailleurs pour laquelle le président de la République nous avait dit au départ « ne vous laissez pas faire par l'administration ». Mais je peux vous le dire, il y a des hauts fonctionnaires qui nous ont répondu « oh, à nous députés, hein. Mais attendez, vous me demandez de faire ça? Enfin, je ne vois pas pourquoi je le ferais. Vous, de toute façon, dans 4 ans, vous n'êtes plus là. Moi, dans 4 ans, je serai toujours là. » Véridique.
Ce que je viens de vous dire, c'est authentique. Voilà, donc c'est compliqué. Et donc, il s'agit d'imposer à cette haute fonction publique ce que nous, on pense juste et bon. Bon, bah c'est ça. Comme me disait l'un de vous, j'ai vu passer le commentaire, c'est effectivement la fonction de député, c'est ça. La fonction de ministre, c'est ça aussi. Et voilà, donc c'est ça. On est là pour ça. Et on va pas, je ne m'en étonne pas. Je le constate, je l'observe. Et je peux vous dire que ça n'est pas une fatalité. Et je ne me laisserai pas faire. Je vais continuer. Parce que je suis là, c'est vous hein, qui êtes là et qui me le demandez. Et vous avez raison. Et donc je continuerai. Alors, les autres questions... Il y avait... Alors... Jean-Louis qui dit, est-ce qu'il faut que je paye un billet d'avion pour me faire soigner en France? Après tout, je paye une quotame pour ça. Oui, je pense qu'il y en a certains alors qui se sont posé la question pour des raisons de qualité de soins là où ils habitaient, puisque pour des raisons de coût. Mais c'est vrai, je peux vous dire que j'ai le cas d'une personne qui m'a contacté, qui habite au Chili et qui a une pathologie cancéreuse. Et la personne a fait son dossier très sérieusement, c'est-à-dire il a pris le temps d'aller au Chili, demander à l'hôpital local. Vous savez, vous allez vous demander pourquoi le Chili, parce que ce n'est pas la 11e circonscription, mais c'est dans le cadre de la mission que je faisais avant. Il est allé faire des devis dans plusieurs hôpitaux locaux pour savoir combien allait lui coûter son traitement. Et il a envoyé en France pour dire, voilà, j'ai ça, et si vous voulez, j'ai un billet d'avion, je rentre, mais j'ai le billet d'avion plus l'hébergement. Et voilà ce que ça me coûterait en France. Et je me rappelle, ça s'était pas très bien passé à ce moment-là, parce qu'il avait choisi de mémoire de rentrer en France pour se faire soigner. Et puis, il y a eu une histoire de procédure de je ne sais pas quoi, il n'avait pas pu être pris en charge à temps. Enfin, un truc vraiment mais ubuesque, qui est inadmissible, alors que c'était quelqu'un qui avait pris le temps de montrer, avec le papier en main, ce qui était le plus efficace, à la fois pour sa santé et en termes de coût, parce que lui avait envie d'être soigné, évidemment, sur le long terme, on peut le comprendre. Donc voilà, donc c'est pas... Tout ça n'est pas facile, et parfois on peut se trouver avec pour obstacle des procédures et des structures qui sont un peu complexes et qui manquent parfois d'humanité. Il faut quand même le prononcer, ce mot-là. Alors, quelqu'un qui me demande pourquoi avec mon parcours je suis avec l'AREM. Ben parce que c'est une bonne question. Parce que je crois toujours au fait que pour pouvoir répondre à toutes les difficultés que certains rencontrent actuellement, et qui sont nombreux, et comme on sait que les caisses de l'État sont vides, il faut créer de la richesse. On n'a pas le choix. Et puis, je crois beaucoup à la valeur travail et à la dignité par le travail. Et c'est vraiment le message que porte La République En Marche. Donc toute cette vision, elle ne me quitte pas, et je pense qu'elle est juste. Maintenant, la méthode pour y arriver, la mise en œuvre, je dis, ces dernières semaines, je dis beaucoup que nous avons pris une autoroute, un champ de réforme extrêmement rapide, mais l'autoroute, elle ne prend pas tous les véhicules. Il y a des véhicules qui ne peuvent pas rentrer sur l'autoroute, et il y a des véhicules lents sur l'autoroute, et c'est bien pour ça que quand on est en difficulté sur l'autoroute, on se met sur le bas-côté et on met un gilet jaune. Donc moi ce que je dis, c'est que cette autoroute, elle ne convenait pas à tout le monde, et à l'évidence, et c'est bien ce qu'a dit le Premier ministre la semaine dernière, il faut en sortir. Et puis tous ensemble, il ne faut pas en sortir pour soi-même et dire « Ah oui, je sais, la petite route, ouais, je vais prendre l'itinéraire bis, machin. » Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est tous ensemble autour d'une table et faire ce qu'on se faisait, nous, à La République En Marche au départ, et je pense qu'on a oublié les 18 mois qui passent, et tout le monde le dit, tout le monde est d'accord au sein de mon groupe politique, on a oublié que ce qu'on a construit, on l'a construit avec les citoyens. Et finalement, nous, on est le premier exemple de dégagisme. Et il faut qu'on sorte de l'autoroute, qu'on se mette tous ensemble, qu'on retourne auprès des citoyens, de vous tous, et pour écouter et monter, remonter, faire remonter et construire ensemble ce qui est bien et juste pour tout le monde, à la vitesse moyenne à laquelle tout le monde peut aller. Voilà. Donc ça, j'y crois toujours et je reste convaincue que c'est toujours possible. En revanche, c'est clairement, là je vais être très claire, les violences, la destruction systématique, destruction qui, on le voit bien, détruisent
des petits commerces. Je l'ai vu dans un quartier de Paris où j'étais la semaine dernière, une toute petite épicerie italienne, un petit indépendant, un monsieur très simple. Oh, elle paye pas de mine, la petite épicerie, elle est vraiment toute simple, hein, qui s'est fait saccager. Il a perdu tout son outil de travail en 20 minutes. Ça, je ne comprends pas, parce que on ajoute de la difficulté à la difficulté. Donc, je trouve ça incompréhensible. Tout détruire l'outil de travail des uns et des autres, l'outil qui permet à certains de nous nourrir, de vivre, de garder nos enfants pendant qu'on va travailler, d'instruire nos enfants, de nous former. Mais que gagne-t-on à détruire tout ça? Mais rien, rien. On n'a jamais vu le chaos engendrer quoi que ce soit de positif. Donc, voilà, moi j'en appelle au calme, à la raison, et je peux vous dire que tous mes collègues députés, mais tous sans exception, ils sont tous là sur le terrain. Ils sont tous là sur le terrain auprès des gens. Ils y étaient d'ailleurs avant, mais dans les explications, oui, je pense qu'on a manqué d'accompagnement, d'écoute, peut-être d'empathie. Et certains d'entre nous, il faut le dire, je le dis avec... je suis désolée de ça, mais certains d'entre nous avaient beaucoup trop d'arrogance. Ça, c'est évident. Le yaka faucon, non, ça ne marche pas, le yaka faucon. Alors, est-ce qu'un Français de l'étranger me demande, attendez que je regarde, un Français de l'étranger a-t-il... Attendez, j'ai un petit souci, je vais y arriver. Ah voilà, ça y est. A-t-il moins droit aux soins que ceux restés en France et quel est le budget admissible en pourcentage du revenu pour être correctement soigné? Alors, la dernière partie de la phrase, Jean-Louis, je n'ai pas la réponse, mais de toute façon, normalement, Jean-Louis, le principe d'un système mutualiste, c'est que, justement, il y a ceux qui, dans le système de la sécurité sociale en France qui est progressif, on voit bien les cotisations sont un pourcentage du revenu. La COTAM qui est payée, c'est un pourcentage de la pension de retraite. Alors oui, la COTAM, je voulais dire, la CFE m'a indiqué que il y a une cotisation CFE. Alors je ne suis pas retraitée, pourriez-vous m'expliquer peut-être mieux ça, mais apparemment il y avait, semble-t-il, une espèce de cotisation CFE qui vous était prise systématiquement à vous sur vos pensions de retraite qui, elle, va disparaître avec la réforme. Ça demande des précisions, je n'ai pas bien compris le truc, mais quelque chose qui va disparaître. Donc là, pour les soins, il faut s'assurer, et c'est le principe des mutuelles, que ceux qui ne sont pas malades, ceux qui sont en bonne santé, ils cotisent quand même. C'est le principe pour que ceux qui en ont besoin et qui sont malades puissent être soignés. Et on sait bien que si je prends l'exemple des maladies très graves, un cancer, je sais pas, une prothèse de hanche qu'on doit se faire poser, ce sont des soins extrêmement onéreux. Et si vous regardez, le coût total que ça représente est très supérieur à ce que vous payez sur une année de cotisation. Et c'est le principe, c'est le but. Et pourquoi c'est possible? C'est parce qu'on a suffisamment d'adhérents en bonne santé pour que leur cotisation puisse couvrir ceux qui ont des difficultés. C'est ça le principe, c'est pas lié au revenu, c'est lié à la gestion du risque. Donc, c'est pour ça que la CFE a absolument besoin de grossir son pôle d'affiliés, parce que si elle a continué à avoir une perte d'affiliés comme elle avait ces derniers temps, là, je peux vous dire que vos cotisations, vous les auriez vues flamber, et puis au bout d'un moment, il n'y avait plus personne, puis elles coulaient. Économiquement, elles coulaient. Alors, sur le tiers payant. Le tiers payant, c'était... Prend-elle le tiers payant? Alors, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut le dire. La CFE a une prise en charge qui est calquée sur les taux de remboursement alors c'est très précis, des tarifs de convention de l'assistance publique Hôpitaux de Paris en France. Donc, si le régime général de la Sécu dit qu'on rembourse 70% de cette radiographie pulmonaire, la CFE, cette radiographie pulmonaire qui coûte tant à la PHP à Paris, la CFE remboursera ça, précisément. Du coup, ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs solutions, ou bien la radiographie pulmonaire que vous avez fait dans votre pays était moins chère que ça, et elle sera prise sans doute, les 70% de ça, une grosse partie sera prise en charge, ou bien votre radiographie pulmonaire était plus chère que ce tarif à PHP, et dans ce cas-là, vous voyez que vous avez
non seulement le reste à charge les 30% qui restaient à charge du tarif de convention, et en plus ce que vous avez payé en plus dans votre pays, là vous avez eu cette radiographie. Donc le tiers payant en France, c'est uniquement la partie 30%, c'est-à-dire ce que la sécurité sociale ne rembourse pas sur la base du tarif de convention. À l'étranger, vous voyez que ça peut être un peu plus que ça. Ça peut être parce qu'on a le prix qu'on a dû payer est supérieur déjà au tarif de convention. Donc ce n'est pas tout à fait un tiers payant, on va parler d'un reste à charge. Et c'est pour ça que la CFE essaye d'avoir des partenariats avec des assureurs privés pour que ce reste à charge ne soit pas à votre charge et soit pris en charge par une complémentaire santé. S'agissant des affections de longue durée, la Caisse des Français de l'étranger prend en charge 100% de ce tarif de convention dont je parlais juste avant. Donc là aussi, si votre traitement pour le diabète vous est facturé dans le pays où vous résidez à un prix au-dessus de ce tarif de convention, du coup, vous avez effectivement un reste à charge. Du coup, vous pouvez avoir besoin d'une complémentaire santé. Et c'est là que la complémentaire santé devrait accepter de vous prendre, puisque tout le reste, enfin, je veux dire, le 100% du tarif de convention, il est pris en charge par la CFE. Donc, c'est pas acceptable que les complémentaires ne prennent pas en charge le complément. Donc, voilà, j'espère avoir été claire sur cette partie prise en charge des soins de santé. On appelle plus ça tiers payant, mais reste à charge. Voilà, et qui peut effectivement, dans des pays, alors moi habitant Singapour, je peux dire que le reste à charge, il est par rapport à la CFE, il est spectaculaire. Il faut absolument une complémentaire santé, comme aux États-Unis. C'est très très élevé aussi. Voilà, donc ça peut parfois être très élevé, et c'est pour ça qu'il faut pouvoir avoir besoin d'une complémentaire santé. Et là ensuite, est-ce qu'il faut la complémentaire au premier euro ou CFE plus complémentaire? On voit bien que quand il y a une vraie fluidité entre les deux et que les démarches à faire pour avoir un remboursement sont faites une fois et pas deux fois, c'est indispensable. C'est pour ça que la CFE doit absolument travailler main dans la main avec les complémentaires santé avec lesquels elle a pu avoir des partenariats vers lesquels elle a pu vous orienter. Alors, ensuite... Ah, mais il est déjà 9 h, on arrive au bout. Alors, on a du coup pas beaucoup parlé de l'accès aux services publics. N'hésitez pas à me contacter là-dessus. Je voulais beaucoup parler de l'accès, par exemple, quand vous êtes à l'étranger et que vous avez par exemple un logement en France et que vous avez besoin d'appeler EDF, de contacter l'équivalent de Gaz de France, Engie, ça s'appelle maintenant, que vous avez besoin de contacter un service public quelconque. Alors, je vais répondre à la dernière question de Jean, ou Jean, je ne sais pas. Jean, je ne sais pas si je le prononce à l'anglaise ou à la française. Voilà, c'est tout ça, on n'a pas eu le temps de l'aborder. N'hésitez pas à me faire remonter les difficultés que vous avez pour que je puisse, moi, ensuite les transmettre et travailler dessus. Pour avancer l'avance des soins, alors, c'est ce que met en place. Alors, la CFE l'a mis en place en Thaïlande. Ça se passe comme ça, il faut absolument que la CFE puisse signer des partenariats, des accords avec des structures de soins, hôpitaux, cliniques, dans des pays un par un pour définir un tarif de convention. Ça permet aussi à la CFE, en faisant ça, de bloquer des prix parce que ça vous est peut-être arrivé aux uns et aux autres. Vous arrivez dans un hôpital pour faire un examen. La première question qu'on vous pose, c'est est-ce que vous avez une assurance? Aux États-Unis, ils posent à chaque fois la question. Et comme par hasard, si vous dites oui, on a un prix qui est là. Et si vous dites non, on a un prix qui est là. Donc la CFE le sait très bien. Et pour se prémunir de ça, préfère négocier en amont avec des structures hospitalières, cliniques ou autres, pour bloquer les tarifs et donc mieux gérer ses coûts. Et ensuite, ça lui permet, avec ces établissements-là, de vous dire, vous n'aurez plus à avancer les soins parce que moi j'ai négocié avec eux, je les paierai directement. Ça a été mis en place en Thaïlande, ça a été étendu à l'Asie du Sud-Est, sauf Singapour. Et la CFE a pour ambition, pays par pays, de le développer dans tous les pays du monde, à chaque fois trouver les hôpitaux, les cliniques, les structures avec lesquelles elle va pouvoir signer des partenariats pour que vous ayez une prise en charge sans avoir besoin de faire une avance des frais. Donc ça, c'est effectivement très important. Voilà, je vais devoir vous laisser
parce que l'heure s'achève. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers moi pour m'envoyer toutes vos questions. Toutes vos questions me sont utiles. Toutes. Je voulais également signaler une petite chose pour ceux d'entre vous qui sont à la COTAM. Vous dire qu'apparemment, certains d'entre vous m'ont signalé qu'ils avaient eu un remboursement de la COTAM prélevé en janvier-février. Alors, je veux bien pour ceux à qui c'est arrivé que vous puissiez m'envoyer en anonymisant vos documents les éléments qui me permettent de prouver que c'est fait, parce que moi, c'est un outil qui va me permettre d'insister auprès de ceux qui n'auraient pas remboursé de le faire. Voilà. Donc, je suis disponible à votre écoute, vraiment en permanence, et prête à vous défendre et à vous expliquer comment tout fonctionne et comment on peut avancer ou pas, ce qui bloque pas. Voilà. Et puis vos idées aussi, hein. Parfois vous avez des idées, plusieurs fois j'ai eu des idées d'entre vous excellentes. J'ai déjà d'ailleurs, hein, je le signale, déposé à l'Assemblée des amendements qui n'étaient pas de moi, mais qui étaient des amendements de Français à l'étranger. Je pense notamment aux Français du Cambodge qui m'avaient envoyé des amendements. On les a fait travailler à l'Assemblée pour qu'ils soient juridiquement recevables et ils ont été déposés. Voilà, donc c'est pour vous dire que ce que vous dites, ça porte. Hein. Je remonte jusqu'au bout et je le fais toujours avec enthousiasme. Et vraiment, c'est vous, en fait, je vais vous dire, qui me donnez le sentiment d'être utile. Vraiment. Donc, c'est motivant et ça donne envie de continuer comme ça. Rendez-vous, alors, au mois de janvier, début janvier, ou tout début janvier, comme l'Assemblée est en vacances, j'aurai pas d'informations particulières à vous donner. Vous recevrez une newsletter vers le 15 décembre. Je vous posterai une petite carte, une petite vidéo des vœux fin décembre. Et je vous souhaite à tous un très bon mois de décembre. Restons vigilants, restons unis, restons solidaires, restons attentifs à tout ce qui se passe. Continuons à construire l'avenir pour vous et pour tous. Et pour que la France continue à être un très grand pays. Merci à tous, à bientôt, au revoir.